L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Au sommaire, le préfet du Diamarais menace d'interdire sans ménagement des séjours dans son département de compétences tout auteur de troubles en cette période électorale. Le communiqué de l'autorité fait suite aux tensions qu'a connues la localité de Meskine après une visite avortée du ministre des Finances qui était en séjour de travail dans la région de l'extrême nord la semaine dernière. La mise en garde connaît déjà des vives réactions des acteurs politiques et de la société civile qui voient une tentative d'intimidation face à des populations décidées à tourner la page au régime en place. À une semaine de la rentrée du 8 septembre, les écoles reprennent déjà des couleurs. Ce 1er septembre, enseignants et encadreurs ont signé le retour avec la rentrée administrative. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. En politique, le préfet du Diamarais menace d'interdire sans ménagement des séjours dans son département de compétences tout auteur de troubles en cette période électorale. Une mise en garde qui rencontre des vives réactions des acteurs politiques et de la société civile qui voient une tentative d'intimidation face à des populations décidées à tourner la page au régime en place. Le reportage de Kevin Thiogo. Ces événements se déroulent à l'esplanade de la chefferie du 2e degré du Lamida de Meskine dans l'arrondissement de Maroua 1er. Les effigies du RDPC sont déchirées puis brûlées par des populations ivres de colère. Dans un communiqué signé le 29 août 2025, soit 2 jours après l'incident, Jean-Marc Ekoabaga, préfet du Diamarais, promet de sévir contre les auteurs de ces actes. Des gamins visiblement sous l'effet des drogues et instrumentalisés par les acteurs politiques véreux en quête de visibilité qui ont tenté de perturber la visite de travail des membres du gouvernement, peut-on lire. L'autorité menace d'interdire de séjour toute personne dont les actes sont susceptibles de nuire au bon ordre et à déstabiliser la paix sociale dans sa circonscription administrative. Une mise en garde sévère qui passe mal dans la classe politique et au sein de la société civile. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Meskine, c'est l'expression, c'est presque tous les Camerounais qui s'y reconnaissent. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de justifier ce qui s'est passé à Meskine pour dire qu'il y a eu manipulation ou des acteurs politiques ont instrumentalisé les populations. Non. Pour ces derniers, ces actes sont l'expression d'un malaise généralisé des populations qui semblent avoir perdu tout espoir au régime en place depuis plus de 4 décennies. Aussi que Meskine, c'était une bastion du RDPC. Pendant des années, les populations de Meskine ne votent que le RDPC. Donc, c'était un ras-le-bol populaire. Passer des années à voter le RDPC avec des promesses qui n'ont jamais été abouties, Une idée ou une opinion contraire. Yaya Bello, homme politique relativiste, y appelle à un fair play politique en cette période cruciale de la vie de la nation. Ou le leader politique de son choix. Maintenant, dans un contexte d'ouverture démocratique, il y a le fair play. Il faut respecter l'autre parce qu'il ne pense pas comme aux autorités administratives. Je pense qu'il est intéressant de continuer d'encadrer les populations et même les acteurs politiques pour qu'il n'y ait pas de dérives en cette période de pré-campagne électorale. La visite du ministre des Finances annoncée, mais finalement avortée, est donc venue exacerber les tensions dans cette localité autrefois acquise au parti au pouvoir, désormais gagnée par la contestation. Nous l'annoncions en titre, les couloirs reprennent vie avant même le retour des cartables. Ce 1er septembre, enseignants et encadreurs ont fait leur rentrée de classe. Une mise en train indispensable avant le grand concert d'élèves attendu le 8 septembre. Suivons le reportage de Daniel Anissé Moudier. La cour de récréation ne grouille pas encore de monde, mais l'école a déjà repris vie. Dans cette école du quartier Colbison à Yaoundé, enseignants et encadreurs ont retrouvé leur poste. Pour eux,
C'est le début d'une semaine chargée avec un programme fait de réunions, de planification et de préparation de cours. Il a été question pour les enseignants de prendre service, de signer notamment la fiche de prise de service, de vérifier les emplois du temps et d'entrer en possession des manuels afin de commencer la préparation des cours, parce que la rentrée elle est administrative, mais la rentrée elle est aussi pédagogique. Donc, il y a un ensemble d'activités aussi pédagogiques qui sont en cours. Par exemple, au courant de la semaine, on aura un séminaire de formation de tous les enseignants sur les nouvelles approches pédagogiques. Et en fait, il s'agit d'un recyclage, tout simplement, pour qu'ils soient prêts le 8 septembre. Dans la salle des professeurs, chacun plonge dans ses registres pour élaborer les premières leçons de l'année. Une manière de mettre rapidement la machine en marche. Bon, en SVT, c'est vrai que c'est une matière qui est légèrement complexe, mais nous sommes déjà très près. Les enseignants ont déposé les projets pédagogiques, les fiches de progression. Les enseignants sont en train de travailler au laboratoire pour préparer le matériel des TP. Donc, le département est prêt. Un peu plus loin, le personnel de cette école primaire est réuni autour du directeur. Objectif, recadrer les priorités et fixer les jalons de l'année scolaire imminente. Donc, il était donc question aujourd'hui de faire appel à tout le personnel enseignant à venir prendre service. Donc, pour qu'on s'apprête, qu'on soit prêt pour la rentrée qui aura lieu le 8. Au privé comme au public, la dynamique est la même. Ici, au lycée bilingue d'Emana, la présence d'enseignants témoigne de la reprise effective du service. Un moment particulier marqué par l'attente de l'entrée en fonction du nouveau proviseur, dont la passation de service est en préparation dans les coulisses. Le train de l'année scolaire 2025-2026 est en marche. Le 8 septembre, ce sera au tour des élèves de reprendre officiellement le chemin de l'école. À une semaine de la rentrée, et c'est justement le temps de la générosité. Le député RDPC Ouri 4 et président de la commission éducation à l'Assemblée nationale, Gabriel Fandia, a remis des kits scolaires aux parents de 2000 enfants de Bonabéry à Douala. Les Bayam Salam et les maires déplacés internes ont dit leur gratitude à travers une motion de soutien au président Paul Biya. Les bénéficiaires ont été invités à en faire bon usage. Voici Augustin Guizane. Douala 4e abrite 12 000 déplacés internes de la crise sociopolitique. Autant, sinon, plus de parents démunis. Les vacances prennent fin, la période de rentrée scolaire pointe à l'horizon. Entre-temps, une solidarité agissante s'est mise en branle. C'est au tour des personnes vulnérables de cette partie de la capitale économique. Le lycée polyvalent de Bonabéry a servi de leçon inaugurale à cet acte de générosité d'un élu du peuple. Nos efforts en temps de paix comme en temps de guerre, dans la souffrance comme dans le bonheur, nous devons nous soutenir. La 6e édition intervient en période électorale. Les bénéficiaires s'alignent derrière leur élu et promettent de soutenir les idéaux du parti et celui qui les incarne. Le président de la République, Paul Biya, candidat à sa propre succession. Il y a les mamans aussi qui n'arrivent pas à payer les fournitures scolaires à leurs enfants et ça va beaucoup nous aider. Les autorités administratives et municipales présentes ont salué cette action philanthropique. Nous allons le féliciter pour cette action qu'il a déjà menée depuis fort longtemps et aujourd'hui il continue à œuvrer pour cette action sociale. Comme on dit, gratte-moi ton dos, je te gratterai le tien. Nous avons gratté le dos aujourd'hui et on attend qu'on vienne nous gratter notre dos. Ici au lycée polyvalent de Bonabéry, tous les orateurs ont souhaité passer la douce période électorale et scolaire, dénudés de tout désordre et surtout couronnés de succès. L'accompagnement du gouvernement dans le secteur de l'aquaculture fait un don considérable dans la région du Sud-Ouest. De nombreux pêcheurs vont bénéficier d'équipements d'une valeur de près de 495 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Élevage, de Pêche et des Industries animales, le docteur Taïgaïta Limbe, est à Tico pour évaluer le projet en cours dans le secteur de la pêche. Les détails, c'est avec Elisabeth Natalisson. 100 pirogues, 32 cages flottantes, une 80aine d'étangs d'alevins et des équipements de pêche, c'est le package qu'offre le gouvernement à certains partenaires
pour booster le secteur de l'aquaculture dans le sud-ouest. Une bonne chose pour les pêcheurs du sud-ouest parce que ça va les aider à augmenter la production de pêche et aussi améliorer leur niveau de vie. Parce qu'il est important de restructurer le secteur, plusieurs mécanismes vont être mis en place pour accompagner les acteurs locaux. Faire les partenariats avec autres écoles, même les professionnels dans les mêmes corps, voir l'enveloppe pour l'activité de pêche. Et pour les écloseries. Après avoir présidé les conseils d'administration de ces structures partenaires, l'INAFI et MIDEPCAM, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, a visité certains sites. Le gouvernement a mis en place un plan et dans ce plan, il s'agit pour les nationaux de produire plus de poissons. Déjà, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures incitatives et comme vous le savez, le chef de l'État vient de prendre une ordonnance pour l'accompagnement fiscalo-douanier des producteurs. Il est question de s'assurer que ce don estimé à 435 millions de francs CFA va être bénéfique aux populations dans les plus brefs délais et surtout de promouvoir la politique de l'import-substitution. Parlons de la santé maternelle et infantile au bas de ce journal pour dire que le gouvernement camerounais a lancé son plan stratégique national de santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile pour la période 2025-2030, visant à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce plan ambitionne de combler les lacunes dans l'accès aux soins de santé, en particulier dans les régions rurales et celles touchées par les crises sécuritaires. Ghislaine Kougan, Ivan Selmo, Tadjoufo. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3 dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Intéressons-nous ce soir au mariage précoce qui demeure dans le Grand Nord Cameroun une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour changer les mentalités. Avec Boubacar Adam. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face.
Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à... C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. 53 km de pénitence, 53 km de bourbier, 53 km de souffrance, 53 km de raquettage, tel est le calvaire des usagers qui empruntent la route Bafang-Kondiop. Rallier ces deux localités est un véritable parcours du combattant. Baudelaire Mouafo a essayé aussi le dit trajet. Regardons. Pour arriver à Kondiop, qui est dans la région du littoral, il faut passer par Bafang, qui est à l'ouest Cameroun. Nous voici donc sur la fameuse route Bafang-Kondiop, long de 53 km. 53 km de souffrance, 53 km de bourbier, 53 km de pénitence en matière de voyage terrestre. Le trajet est un véritable labyrinthe pour tout usager et véhicule. Les motos n'y échappent pas. Ah, je viens. Non, c'est pas comme ça. Attends d'abord. Je viens quoi? Non, attends d'abord. Ici, les transporteurs sont toujours accompagnés par leur guide, car le tourisme s'est fait autrement sur le trajet. Ouais, non, je ne vois pas. Je ne vois pas là où tu es. Vu le calvaire des usagers sur ces routes, la plupart n'ont plus de force pour s'exprimer devant notre micro. Les prix de transport sur le trajet Bafang-Kondiop ne sont pas à la portée de tous. 5 000 francs pour s'accrocher sur le véhicule, 10 000 francs place assise à l'intérieur. Pour les motos, c'est 15 000 francs CFA par passager sur un bâchement d'au moins 3 personnes. La durée du trajet, c'est parfois près de 48 heures de temps, chapeauté par les raquettages. Voilà, contrôle ne nous laisse pas. Tu vas porter un passager, tu te retrouves en train de payer que 3500 le contrôle. Vous voyez que l'on tourne dans rien. Et le carburant aussi ne nous laisse pas. Nous demandons à la hiérarchie de revoir aussi le problème de contrôle là sur l'axe Kondiop Bafang. Non, les engins ne sont pas à bon état. Donc tu fais seulement un tour, il faut aller au garage et arranger la moto. Il avait les contrôles en route. Avec les contrôles qui sont en route. Et ça doit chaque jour pour dépenser. L'arrondissement de Kondiop, dans le département d'Unkam, est totalement coupé du reste du pays. Le plus, celui qui est rapide prend la moto. Si c'est en cas de maladie, on attache derrière la moto, on monte. Si c'est quelqu'un qui est mort, c'est derrière la moto avec les lattes. Et parce que la route ne passe pas. Pas de voiture, pas de ceci. Et la route, l'état de la route même d'abord. On a oublié, chaque fois on vient là, dès qu'on trace quelques jours, on fuit. On dit que c'est si bon. Nous, on ne sait pas. Sur ces routes, les engins BTP sont cloués au sol, ce qui démontre que le calvaire des populations sur la route Bafang-Kondiop est très loin de se terminer. Certains parleront d'un accouchement difficile d'une bonne route dans cette partie du pays.
À l'étranger, les secouristes poursuivent leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant plus de 800 morts. Suivons le récit de David Gilbert. Les habitants de ce village de la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan, fouillent les décombres à la recherche des corps, avec peu d'espoir de retrouver des survivants. Ici, le séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi a décimé des familles entières. 5 personnes ont été tuées dans cette maison, 3 dans cette maison et 3 autres dans l'autre maison à l'arrière. Et toutes ont été retrouvées. Mais un garçon et une fille sont toujours portés disparus. Toute la journée, les hélicoptères se sont relayés pour évacuer les blessés de ces zones rurales vers les grandes villes les plus proches, notamment Jalalabad. Tous les rescapés racontent avoir été surpris dans leur sommeil, terrifiés par ce qui leur arrivait. Tout s'est passé très vite. Tout s'est effondré et s'est écroulé sur nous. Nous ne comprenions pas quelle tragédie venait de se produire. Les toits et les murs se sont effondrés sur les femmes et les enfants. Le séisme de magnitude 6, suivi de 5 répliques, a fortement secoué les provinces montagneuses frontalières du Pakistan. Les talibans au pouvoir à Kaboul n'ont pas d'autre choix que d'en appeler à l'aide internationale, eux qui ont malmené les ONG depuis leur retour aux affaires en 2021. Nous demandons instamment aux organisations humanitaires d'intervenir et de fournir une aide immédiate afin que les habitants des zones touchées puissent être protégés contre d'autres tragédies. Le bilan pourrait rapidement s'alourdir, notamment du fait de la présence dans les régions touchées de milliers de familles afghanes récemment expulsées d'Iran et du Pakistan. Fin du 20h du 2 septembre 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci mesdames, messieurs pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.